Joining us now, MS Now Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, MS Now Legal Affairs reporter Fallon Gallagher, MS Now Capitol Hill reporter Michael Schnell, and MS Now senior White House reporter Vaughn Hilliard. Ken, starting with you, Congressman Ro Khanna posted on social media that more Epstein releases could come as soon as this afternoon. We are waiting for that. He also says that he and Republican Thomas Massie and the victims want to see the following. They want to see the FBI witness interviews, which name other men. They want to see the Epstein email seized from his computer, the 60-count draft indictment, and they want the 82-page prosecution memo. Break it down. Just how likely are we to see all of that in a trove dumped sometime today? Certains documents, lorsqu'ils sont rendus publics, ne se contentent pas d'informer, ils modifient presque instantanément la dynamique entre les pouvoirs. Lors d'une session classifiée qui s'est tenue au cours de la deuxième semaine de décembre 2025, les membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants ont obtenu l'accès officiel à une partie des archives de la succession de Jeffrey Epstein, y compris une série de correspondances électroniques qui avaient été conservées sur ordre judiciaire depuis 2020. Ces documents, remis officiellement à la suite d'une décision de la Cour du district sud de New York, étaient accompagnés d'une note du ministère de la Justice détaillant les critères de divulgation ainsi que les mesures de sauvegarde de l'intégrité appliquées au processus de numérisation et de catalogage. Ce qui, en théorie, aurait dû être une étape procédurale prévisible, la poursuite du traitement documentaire d'une affaire close dans ses instances pénales directes, s'est rapidement transformé en un point de tension institutionnelle, après la révélation qu'au moins 600 noms associés à des fonctions publiques, principalement liés au Parti républicain, figuraient dans les registres internes désormais partiellement accessibles au pouvoir législatif. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En l'espace de 72 heures, il y a eu des réactions divergentes parmi les dirigeants des partis, des mouvements administratifs au sein de la commission judiciaire de la Chambre et surtout une reconfiguration des positions publiques des parlementaires qui s'étaient auparavant alignés sur l'obstruction du traitement intégral des archives. Parmi les documents rendus publics figuraient des échanges d'emails entre des intermédiaires proches du président Donald Trump et des collaborateurs de Jeffrey Epstein, datant d'une période où les enquêtes fédérales sur le trafic de mineurs étaient encore en cours. Bien que les extraits divulgués ne contiennent pas d'accusations formelles ni de preuves concluantes d'une implication directe, l'existence de ces communications a suffi pour que les parlementaires démocrates demandent la convocation de témoins liés aux services secrets et à l'ancien cabinet présidentiel, invoquant la nécessité de clarifier les incohérences temporelles concernant les visites, les séjours et les rencontres privées consignées dans les journaux joints. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle la résistance historique à la divulgation des archives s'est dissipée face à la répercussion interne. Les parlementaires qui invoquaient auparavant la nécessité du secret au nom de la sécurité institutionnelle ont commencé à défendre la divulgation intégrale des documents, suggérant que la rétention d'informations pourrait aggraver la perception publique de la complicité de l'État. Ce revirement n'est pas survenu de manière isolée. Il a coïncidé avec la réintroduction, par les dirigeants démocrates, d'un projet de résolution exigeant que le ministère de la Justice transmette intégralement au Congrès tous les dossiers liés à la succession d'Epstein, y compris ceux classés sous l'administration précédente. Le projet, auparavant ignoré par le bureau, a été accepté pour être traité en urgence par le président de la Chambre, sous la pression croissante de la base républicaine elle-même. Un élément supplémentaire a rendu cet épisode encore plus sensible. Selon des informations publiées par des médias tels que Politico et le New York Times, des représentants proches du président auraient tenté de dissuader leurs alliés d'approuver la demande de vote nominal sur le projet. Certains de ces parlementaires auraient reçu pour instruction de retirer leur signature de la pétition de déclassification, un mécanisme formel qui permet d'ouvrir le vote même sans l'accord de la direction. Le retrait public de ces signatures
dans au moins 4 cas, a été annulée après les manifestations des victimes de l'affaire Epstein devant le Capitole, ce qui a ajouté une couche d'exposition politique difficile à neutraliser. L'apparente oscillation dans la position des parlementaires met en évidence non seulement un calcul du coût politique, mais aussi le poids du matériel qui est progressivement exposé à l'examen public. Certains observateurs soulignent que l'affaire, jusqu'alors interprétée comme un vestige juridique du passé, a commencé à exercer une influence active sur le fonctionnement actuel des pouvoirs. Le mouvement sans précédent des parlementaires républicains faisant pression pour plus de transparence face à des dossiers susceptibles de compromettre les dirigeants de leur propre parti modifie considérablement le comportement historique face aux scandales impliquant des personnalités de la haute élite politique. Selon les registres de la commission d'éthique de la Chambre elle-même, ce revirement s'accompagne d'une série de demandes d'analyse croisées entre les registres des visites à la Maison-Blanche entre 2002 et 2007 et les noms figurant dans les documents récemment rendus publics. Bien que ces recoupements en soient encore à un stade préliminaire, le simple fait qu'ils aient été enregistrés comme des demandes formelles indique qu'il existe une volonté institutionnelle croissante d'enquêter de manière rétroactive et transversale. Parallèlement, la position du ministère de la Justice a oscillé entre le silence et des communiqués génériques, réaffirmant son engagement en faveur de la légalité procédurale, sans entrer dans le détail des noms mentionnés dans les documents. Cette absence de positionnement substantiel a été interprétée par les analystes du système comme un signe que le ministère se trouve à un tournant délicat, maintenir le contrôle du récit au risque de paraître omis, ou divulguer des informations au risque d'impliquer des agents de l'État lui-même dans des comportements passés qui ne sont pas encore prescrits. C'est dans ce contexte que la pression pour que l'intégralité des archives soit divulguée prend de l'ampleur, sous l'impulsion tant de certains secteurs de la presse que de segments de la société civile qui voient dans cette affaire une occasion unique de réévaluer les limites de l'impunité institutionnelle. Ce changement de calcul politique indique que le sujet devrait rester au centre de l'attention. Surtout si les prochains documents à divulguer contiennent des informations sensibles sur des décisions prises au sein de l'exécutif. Il est encore trop tôt pour estimer les effets de la divulgation à grande échelle des archives, mais la reconfiguration des alliances parlementaires autour de cette question est déjà observable en séance plénière. Les dirigeants traditionnellement alignés sur la retenue discursive adoptant désormais une posture de neutralité active. Dans ce nouvel arrangement, le centre de gravité ne semble plus être le contenu des documents eux-mêmes, mais la réponse institutionnelle qui sera apportée à leur existence. Le suivi continu de ces mouvements législatifs aide à comprendre comment certains épisodes transcendent la sphère de la controverse morale et s'imposent comme des tournants dans le système. C'est pourquoi nous proposons ici une couverture analytique, exempte de réductionnisme et centrée sur les développements réels. À partir de là, la discussion ne s'est plus limitée aux archives elles-mêmes et a commencé à mobiliser des rouages moins visibles mais fondamentaux de l'architecture institutionnelle américaine. Avec l'admissibilité formelle du projet de résolution en séance plénière de la Chambre, une nouvelle étape a été franchie. La participation de plusieurs comités thématiques à des consultations croisées sur l'authenticité, la pertinence et les éventuelles implications juridiques des informations contenues dans les archives. La Commission de la Justice, la Commission de surveillance et de responsabilité et la Commission des règles ont commencé à participer simultanément au processus dans une configuration rare, marquée par des délais serrés et des sessions extraordinaires convoquées quelques heures à l'avance. La décision d'impliquer plus d'un comité n'était pas seulement procédurale. Elle reflétait la perception croissante que les effets de la divulgation intégrale pourraient dépasser les limites de la responsabilité pénale et atteindre, en fin de compte, des zones d'intersection entre la politique, l'administration publique et le contrôle des dommages à la réputation. C'est dans ce contexte que la position du ministère de la Justice a commencé à être surveillée de plus près. En interne, le contrôleur général du DOJ a publié une note technique renforçant l'obligation du ministère de répondre aux demandes du Congrès.
à condition qu'il y ait un fondement juridique et une procédure appropriée. Bien que la note ait évité toute référence directe à l'affaire Epstein, sa publication a coïncidé avec l'envoi de nouvelles demandes par le comité de surveillance, exigeant l'accès au registre des interactions entre les fonctionnaires du DOJ et les représentants de la Maison-Blanche depuis le début de l'administration actuelle. On soupçonne, sans confirmation toutefois, qu'il y ait eu des tentatives informelles d'ingérence dans la manière dont les archives seraient organisées, classées par ordre de priorité ou divulguées. L'absence de réponse immédiate à ces demandes a ajouté un nouveau vecteur de tension dans les relations entre les pouvoirs, exacerbant le ton des discours lors des sessions publiques. Parallèlement, les Archives nationales, instances chargées de conserver les documents historiques d'intérêt public, ont été appelées à participer au processus afin de certifier l'intégrité d'une partie des archives physiques. Les techniciens de l'organisme ont inspecté les documents remis par la succession d'Epstein et ont certifié que, du moins dans les lots examinés, les données étaient conformes aux protocoles établis pour les correspondances numériques archivées. Cela n'élimine pas la possibilité d'omission ou de modifications antérieures, mais renforce le fait que les documents actuellement en circulation ont fait l'objet d'une vérification d'authenticité. La présence des archives nationales à cette étape confère non seulement une plus grande sécurité institutionnelle, mais indique également que l'affaire a dépassé le cadre du scandale et est entrée dans le domaine de la mémoire historique officielle. D'un point de vue législatif, la proposition de libérer l'intégralité du contenu des archives a trouvé un soutien inattendu dans des secteurs qui s'opposent traditionnellement à la divulgation publique de données sensibles. La sous-commission des libertés civiles et de la protection gouvernementale, présidée par un membre du Congrès républicain modéré, a émis un avis favorable à l'examen du projet, arguant que l'intérêt public l'emporte sur l'embarras politique potentiel. La justification mentionnait explicitement les risques d'érosion de la confiance dans les institutions si la perception de sélectivité persistait. En adoptant cette position, la sous-commission a contribué à élargir le spectre du soutien politique à la proposition, réduisant ainsi le risque que le vote final ne se transforme en un affrontement partisan conventionnel. Dans le même temps, le Sénat a adopté une attitude d'observation prudente. Bien qu'il n'ait reçu officiellement aucun projet approuvé par la Chambre, les dirigeants des partis ont déjà entamé des discussions internes afin d'évaluer l'impact potentiel de l'examen d'une proposition de cette nature. Des sources proches de la Commission des affaires judiciaires du Sénat indiquent que toute proposition impliquant des données sensibles et les noms d'autorités fédérales nécessitera la tenue d'audiences préliminaires, ce qui pourrait prolonger le débat de plusieurs semaines. La prévision d'une pause législative dans les semaines à venir ajoute une variable temporelle importante, car une partie des parlementaires cherche à éviter que le vote coïncide avec le calendrier électoral de 2026, en particulier dans les circonscriptions électorales disputées. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, est désormais mentionné dans les sessions législatives sur un ton de plus en plus critique. Certains parlementaires suggèrent que les décisions antérieures de la Cour fédérale sur le secret excessif ont contribué à l'opacité que l'on tente aujourd'hui de renverser. Bien que ces déclarations n'aient pas d'implication juridique directe, elles révèlent un sentiment d'insatisfaction quant à la manière dont les demandes de divulgation de documents ont été traitées au cours des dernières années. Il existe, en ce sens, un mouvement informel au sein du Congrès visant à convoquer des audiences avec d'anciens membres du bureau du procureur général et des juges fédéraux à la retraite, dans le but de réviser la doctrine en vigueur sur le secret de procédure dans les affaires ayant un retentissement public. Cette articulation multilatérale, impliquant le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et la société civile organisée, indique que l'affaire Epstein ne se limite plus au domaine de l'enquête criminelle. Elle a servi de catalyseur à une discussion plus large sur les limites de la responsabilité publique, la sélectivité dans l'accès à la justice et la capacité des institutions à corriger leurs propres dérapages sans compromettre leur légitimité.
Même si les archives elles-mêmes ne révèlent encore que des fragments épars, leur contenu a déjà des effets sur le fonctionnement du système. Suivre ce processus avec attention permet de comprendre le rythme réel auquel le système institutionnel américain évolue face à des pressions exceptionnelles. C'est pourquoi nous proposons ici une couverture continue, axée sur l'analyse des structures et non seulement sur des épisodes isolés. Depuis que les documents liés à Jeffrey Epstein ont commencé à être partiellement divulgués, un climat de divergence intense s'est installé quant au rôle des institutions dans le maintien de mécanismes de silence systémique. Le cœur du débat actuel ne se limite pas aux données révélées, mais plutôt à ce que la réaction institutionnelle à leur égard révèle sur les limites opérationnelles de la démocratie. Pour une partie importante du milieu juridique, ce moment représente une occasion rare d'évaluer l'efficacité des dispositifs de responsabilisation face à des structures de pouvoir hautement protégées. Dans ce domaine, certains voient dans la récente initiative législative un geste concret pour lutter contre des pratiques historiquement enracinées de protection tacite des élites influentes. Le fait que des parlementaires liés aux personnalités mentionnées dans les archives soutiennent publiquement la divulgation totale des documents est, pour ces analystes, un signe que certains codes de loyauté tacite ont perdu de leur force. D'autre part, d'autres interprétations suggèrent que ce comportement pourrait être moins lié à l'éthique institutionnelle qu'à une stratégie d'autoconservation. Selon des spécialistes de la dynamique législative en période d'exposition publique, le revirement de certains secteurs du Parti républicain en faveur de la transparence peut être interprété comme un calcul politique. En prenant position avant la divulgation complète des données, ces acteurs chercheraient à amortir d'éventuelles répercussions négatives. Dans cette logique, le soutien à la transparence servirait de bouclier symbolique. Une façon de se repositionner face à l'électorat avant que les informations n'aient des répercussions irréversibles. L'absence de consensus sur laquelle de ces interprétations prévaut contribue à alimenter l'ambiguïté qui domine le scénario actuel. Des changements discrets mais significatifs ont également été observés au sein du pouvoir exécutif. Il y a quelques semaines encore, une directive informelle claire régnait au sein de la Maison-Blanche. Éviter toute déclaration susceptible de lier la présidence au développement de l'affaire Epstein. Cependant, avec l'avancement des discussions au Congrès national et la mention indirecte de noms proches du gouvernement dans les documents divulgués, ce protocole informel semble avoir perdu de sa substance. Le refus systématique de répondre aux questions directes de la presse sur les réunions enregistrées ou les correspondances officielles est de plus en plus interprété comme un silence politique actif. Ce mouvement a suscité un malaise même parmi les médias qui adoptent traditionnellement une position modérée, renforçant ainsi la demande d'une plus grande transparence institutionnelle. Parallèlement, l'examen du projet de loi, qui prévoit la divulgation complète des archives, a suscité des réactions ambiguës dans le milieu juridique. Les centres de recherche consacrés à l'analyse de la justice et de la démocratie considèrent que l'adoption éventuelle de cette proposition pourrait constituer une avancée institutionnelle importante pour la manière dont sont traitées les affaires d'intérêt public impliquant des autorités. Établir des règles claires et des conditions exceptionnelles pour la divulgation de documents sensibles serait, dans cette optique, un moyen d'institutionnaliser le principe de transparence. Cependant, les spécialistes du droit constitutionnel mettent en garde contre les risques de manipulation normative. Selon eux, créer un tel précédent sans garantie solide pourrait permettre l'utilisation politique de données confidentielles par de futures majorités parlementaires, compromettant ainsi la stabilité juridique et la sécurité institutionnelle. D'un point de vue social, les sondages d'opinion révèlent une demande pressante d'accès illimité à l'information, même si cela signifie exposer des noms encore actifs dans la sphère publique. Plus des 2/3 de la population se déclarent favorables à la divulgation intégrale des documents. Cependant, cette même majorité exprime des doutes quant à la capacité des institutions à produire des responsabilisations concrètes et équitables. L'attente de visibilité n'élimine pas le scepticisme historique qui marque la relation entre de larges secteurs de la société et les structures formelles du pouvoir.
En particulier, les groupes marginalisés restent sceptiques quant au fait que la transparence aboutisse réellement à la justice. Sur le plan juridique, la possibilité que la divulgation des documents conduise à une judiciarisation du processus se fait de plus en plus forte. Si les personnes mentionnées décident d'intenter une action en justice pour atteinte à la vie privée, abus de pouvoir législatif ou violation des garanties individuelles, il appartiendra à la Cour suprême de définir les paramètres entre le droit à l'information et la protection des données dans des contextes extraordinaires. La résolution de cette éventuelle impasse pourrait donner lieu à une jurisprudence ayant des effets structurels sur les relations entre les pouvoirs de la République, en particulier dans les cas où les intérêts individuels entrent en conflit avec l'intérêt public déclaré. L'impact international de la divulgation partielle commence également à apparaître comme un facteur important. Les gouvernements étrangers, en particulier en Europe, suivent attentivement l'évolution de la situation depuis que des noms liés à des représentations diplomatiques ou à des maisons royales ont été cités dans les extraits divulgués. Bien qu'ils ne se soient pas officiellement exprimés à ce jour, on craint que la position adoptée par les autorités américaines n'encourage des mouvements similaires dans d'autres juridictions. Des forums multilatéraux ont déjà entamé des discussions sur la manière d'harmoniser les protocoles de coopération judiciaire dans les affaires ayant des implications transnationales. La dimension internationale de l'affaire ajoute une couche supplémentaire de tension à l'équilibre déjà délicat entre la souveraineté des États, l'intégrité institutionnelle et la pression en faveur de la transparence. Dans ce contexte, on observe un terrain en conflit permanent. Les décisions en suspens, les silences calculés et les discours ambivalents indiquent qu'il n'y a pas de définition consolidée sur la manière dont le système va traiter de manière structurelle les dilemmes soulevés. L'affaire Epstein, dans sa réouverture officielle, va bien au-delà d'un scandale individuel. Elle sert de terrain d'essai pour les limites entre visibilité publique, gouvernance démocratique et responsabilité institutionnelle. Cette indéfinition est précisément ce qui nécessite un suivi constant, car, à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement le passé qui est en jeu, mais la manière dont le présent institutionnel décide de l'affronter.